je vais laisser la parole à Vincent, qui va vous parler de la Station Spatiale Internationale qui, et tout ça a été timé depuis le début, passe maintenant. C'est pas vrai. Allez, let's go. Eh ben écoute, bon courage et merci à tous. Oh, la déception qui vous affiche comme ça. Non, pour être honnête, la station spatiale passera bien ce soir, 4h et 5h du matin, je crois. Voilà. Donc si vous êtes encore là. On passe sur une conférence. Je sais, c'est pas forcément les formats les plus intéressants par rapport à la vidéo, où c'est scripté, c'est timé, c'est monté, etc. Là, vous allez juste me voir vraiment en roue libre. Pendant, je l'espère, le temps qu'il faut, et pas trop long. Voilà, je décide de pas trop faire long. Et en fait, le truc, c'est que quand Maxime m'a invité et a fait les inscriptions, je ne savais pas du tout à quel public j'allais avoir affaire. Je ne savais pas à quelle sauce vous alliez me manger. Je ne savais pas si vous étiez abonné à ma chaîne. Je ne savais pas si vous vous intéressiez à l'espace ou c'était juste pour voir Maxime, le grand Maxime, ou si c'était parce que vous étiez très intéressé par les produits SpaceFox ou Vaonis. Du coup, je ne savais pas qui vous étiez, enfin qui vous alliez être. Donc, je suis parti sur vraiment quelque chose de très basique, au cas où. Donc, si je suis trop basique, n'hésitez pas à m'engueuler et dire vas-y, pars dans le technique, on n'a pas peur. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions, et ça vaut aussi pour la conf de Cyril après, gardez-les de côté pour après, en fait. C'est qu'on va faire une séance de questions-réponses un peu groupée, à ce que j'ai compris. Donc voilà. Donc, la Station Spatiale Internationale, pour vous donner une petite idée, donc, ça fait la taille d'un stade de foot, concrètement. Vous avez en envergure vraiment la taille d'un stade de foot, donc c'est vraiment gigantesque. Par contre, comme vous le voyez, c'est quand même assez vide, c'est-à-dire que c'est pas un stade de foot habitable, c'est qu'on a que des petits modules au milieu dans lesquels les astronautes vivent et font leurs expériences. Donc la Station Spatiale Internationale, pour vous donner les chiffres barbants, c'est 28 000 km/h en orbite autour de la Terre, donc ça tourne très très vite. Si barbant, 28 000 km/h, c'est sympa quand même. Ouais, c'est classe. Ouais, franchement, c'est cool. Fast and Furious à côté, ouais. C'est... Non, mais tu sais, je t'interromps. Ouais, non, mais vas-y, des questions. Vas-y, on peut faire un débat. C'est à la cool comme ça. Ouais. Du coup, ça va durer très longtemps. Non, mais 28 000 km/h convertis en mètres par seconde, genre au sol. Ça fait beaucoup. J'ai pas le chiffre, mais c'est terrifiant. C'est genre un truc à base de 5 km seconde, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est 5 ou 8 km seconde. Ouais, 5 km par seconde. Donc voilà, moi je trouve ça fou. Ouais, voilà, c'est assez énorme. Maintenant, je me tais. Pour vous dire, quand vous la voyez passer dans le ciel, vous pouvez la voir passer dans le ciel, si vous voulez savoir comment elle est sur ma chaîne. Quand elle apparaît sur l'horizon, en général, elle est à peu près, pour vous donner une idée, au niveau de l'Irlande. Donc elle est au-dessus de l'Irlande et vous la voyez depuis la Terre. Et quand elle se couche, quand vous êtes en France, quand elle se couche de l'autre côté, elle est à peu près au niveau de la Biélorussie. Donc c'est pour vous dire à peu près en fait comment on la voit. Elle met 6 minutes à peu près à traverser le ciel, comme ça, quand vous la voyez. Et son altitude, c'est pas très haut, en fait, c'est 400 km. Alors d'habitude, je donne le comparatif, 400 km, c'est l'équivalent de Lyon-Paris. Mais vu que vous n'êtes pas du coup de Lyon, à part si certains, il y en a qui sont venus de Lyon, ouais, merci. Voilà, donc 400 km, c'est vraiment pas haut, elle est vraiment pas haute. Donc dites-vous que voilà, si vous êtes ici à Angers, quand elle est pile au-dessus de vous, vous êtes plus proche des astronautes qui sont dedans que vous êtes proche de Toulouse. Ouais. Toulouse aussi. ouais, c'est bien. Toulouse, Marseille. Révise ta géographie avec Vicnet. Donc ça c'est les chiffres intéressants de la station. Donc c'est une station qui a mis du temps à se construire parce que forcément envoyer un truc de 400 tonnes dans l'espace, ah oui, il y a un autre chiffre. 400 tonnes dans l'espace, c'est quand même c'est pas un truc qu'on fait en un coup. Hein. Peut-être sur Kerbal Space Program pour ceux qui connaissent, mais sinon c'est un peu tendu. Donc on va refaire un peu d'historique parce que c'est ce que j'aime bien moi sur ma chaîne. Donc avant l'ISS, il s'est passé plein de trucs. Alors selon certaines personnes, l'ISS aurait été construite par les soviétiques. Selon d'autres personnes, l'ISS n'existe pas et c'est un hologramme que la NASA nous projette. Mais la vérité, c'est que la Station Spatiale Internationale, c'est une conséquence de beaucoup de choses. Ça a commencé dans les années 70 où les soviétiques, vu qu'ils n'arrivaient pas à aller vers la Lune, ils se sont dit, on va s'entraîner à tourner autour de la Terre. Parce que ça coûte moins cher et que c'est un truc qu'on commençait dans les années 70 à plus ou moins maîtriser. Donc ils se sont dit, on va lancer des trucs dans l'espace, des stations spatiales, à bord desquelles on va rester quelques jours ou quelques semaines. Et puis c'est bien parce qu'avec les astronautes à bord, avec des appareils photo, vu qu'ils passent au-dessus des États-Unis, ils peuvent prendre quelques photos intéressantes. Donc ils se sont mis à construire des stations spatiales militaires, qui s'appelaient les Salyut. Alors elles n'étaient pas toutes militaires, mais bon, peu importe. Et il y en a même une d'entre elles qui avait des mitrailleuses dessus. Ils ont testé, les mitrailleuses dans l'espace, ça marche. Non, mais vraiment. On a vite laissé tomber au final, mais comme quoi, Trump, avec sa Space Force, là, il pourrait très très bien mettre des mitrailleuses dans l'espace. Techniquement, c'est possible.
Donc c'était vraiment des stations militaires, donc d'espionnage. Et c'est quand même dans ces années-là, hein, vous voyez, ça a duré quand même assez longtemps les Salyut. C'est dans ces années-là que vraiment les soviétiques se sont dit, ouais, on commence à vraiment gérer le fait d'avoir des modules, le fait d'avoir des astronautes qui vivent longtemps à bord et tout. Alors que les Américains, eux, ils sont juste allés sur la Lune pendant une semaine par mission, c'était rapide, mais ils maîtrisent pas le vol de longue durée. Donc, ils se sont dit, on va continuer à parfaire notre savoir-faire de ces stations spatiales. Les Américains, eux, ils se sont dit, oulala, les Soviétiques, ils ont des stations, il nous en faut une aussi. Sauf qu'ils avaient plus de thunes, parce que Apollo, ça avait coûté vraiment une blinde aux Américains, je crois un truc comme 40 milliards de dollars avec l'inflation. Donc ils avaient plus de thunes. Et ils se sont dit, bon, il faut quand même qu'on fasse une station spatiale pour montrer aux Soviétiques que nous aussi on sait faire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris c'est dommage, j'ai pas de laser, ils ont pris un espèce de petit réservoir, là, c'est l'espèce de tube que vous avez là. C'est un ancien réservoir de fusée, d'une fusée lunaire. Et en fait, ils ont juste rajouté des panneaux solaires dessus, ils ont enlevé le carburant, et à la place, ils ont mis des logements pour les astronautes. Et c'était la station Skylab. Alors, vous pouvez remarquer qu'elle n'est pas très symétrique. Les stations, en général, elles sont assez symétriques. Celle-là, elle n'est pas symétrique. Vous voyez qu'il y a un panneau solaire qui part d'un côté, mais pas de l'autre. C'est tout simplement parce qu'elle a eu un petit souci au lancement. Et que, vous voyez, les astronautes ont dû sortir et mettre une couverture, un peu comme une couverture de survie sur un morceau, là, parce qu'elle a perdu des morceaux pendant le lancement. Donc c'était une station vraiment toute pourrie, faite de briques et de broc, mais qui a tenu 5 ans avant qu'elle s'écrase sur l'Australie, de mémoire. Un truc comme ça. Elle fait des débris partout, c'est n'importe quoi. Donc les Américains, ils ont essayé, mais c'était pas foufou. Ensuite, les Russes se sont dit, bon, on arrive à envoyer des petites stations spatiales avec un module, et si on en envoyait une très grosse avec plusieurs modules qu'on assemblerait ensemble en orbite. Et c'est ce qui a créé la fameuse station Mir que tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, ceux qui ont plus de 20 ans ici. Donc la station Mir, comme vous le voyez, c'est un ensemble de petits tubes comme ça, avec beaucoup de monde qui pouvait loger à bord. On pouvait être 6 ou 7 dedans, c'était pas mal. Et donc les vaisseaux les rejoignaient de temps en temps, et les équipages se relayaient. Donc il y avait vraiment des missions de longue durée à bord de Mir. Et c'est là que les Russes, enfin les Soviétiques à l'époque, ont commencé un peu à s'ouvrir à l'international. C'est-à-dire que progressivement, ils se sont dit, bon, on envoie des Soviétiques, c'est cool, mais les autres nations, elles ont bien envie aussi d'envoyer leurs astronautes dans l'espace, notamment les Français ou les astronautes du bloc soviétique. Donc ils ont commencé avec Mir, et puis encore après, à s'ouvrir tranquillement aux autres pays. Donc d'abord, ils ont commencé avec tous les blocs de l'Est. Donc ils ont commencé avec les astronautes, les cosmonautes polonais, les Ukrainiens, je crois même qu'il y a eu un Kazakh, mais je suis pas sûr. Donc il y a eu beaucoup de gens du bloc de l'Est. Et puis progressivement, ils se sont dit, bon, on va s'ouvrir un petit peu au bloc, on va dire, ni Est ni Ouest, genre la France, qui était quand même un petit peu plus à l'Ouest qu'à l'Est. Et donc c'est ainsi qu'on a eu quand même les premiers astronautes français qui ont commencé à voler dans des stations soviétiques. Le premier était Jean-Loup Chrétien sur Salyut 6 de mémoire. Et après, sur Mir, on a eu notamment Claudie Aigneret. Vous la connaissez si vous avez connu le gouvernement Sarkozy, il me semble. Elle était ministre de la Recherche. Bref, la station Mir, elle a duré de 86 à 2001. C'est en 2001 qu'elle a été désorbitée volontairement, parce qu'elle était trop vieille, il y avait de la moisissure, il y avait eu un incendie à bord, elle était dégueulasse. Donc il fallait la ramener parce que elle servait plus à rien. Et d'ailleurs, si... non, ici, il ne doit pas y avoir des habitants de Tahiti. Mais si vous êtes... Ah, c'est vrai? Tu as vu la désorbitation de Mir en 2001? T'en as entendu parler? En tout cas, vous pouvez trouver les vidéos sur Internet, puisque c'était France 3 régional, enfin de l'époque, c'était pas encore France Pro, qui avait filmé la désorbitation de Mir, puisqu'en fait, pendant qu'elle cramait, vu qu'elle devait s'écraser dans le Pacifique, en fait, elle est passée au-dessus de Tahiti. En fait, on voyait tous les débris, c'était magnifique. Bref, la station Mir, elle a commencé à vraiment s'ouvrir aux autres nations, et les Américains se sont dit, bon, on est très mauvais en station spatiale, par contre, on est bon en navette spatiale. Et si on combinait les deux? Et si, pendant que Mir est dans l'espace, on amenait des navettes? Donc, les Américains, ils utilisent leur navette spatiale pour faire des vols d'une semaine, parce que la navette, elle ne peut pas tenir plus longtemps, elle est sur batterie. Donc, ils font des petits vols avec les navettes spatiales, mais c'est vachement cool, c'est des engins réutilisables. Aujourd'hui, on dit SpaceX, les engins réutilisables, c'est super. Pour vous donner une idée, la navette qu'on était allé voir en Floride, Atlantis, sa vidéo « Je réalise mon rêve »,
La navette qu'on est allé voir en Floride, qui s'appelle Atlantis, elle a volé 33 fois dans l'espace. SpaceX, je crois que c'est 3 fois au max, actuellement. Donc voilà, les Américains avaient des navettes qui marchaient bien. Ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de combiner. On va demander aux Russes si on peut pas faire un truc combiné, c'est-à-dire envoyer les navettes vers la station Mir. Et c'est ainsi que ça a donné ce qu'on a appelé le programme Shuttle Mir, parce que Shuttle, la navette, Mir, la station. Et en fait, vous pouvez voir que là, ici, la navette Atlantis, elle fait quasiment la taille, enfin quasiment l'envergure de la station Mir. C'est que vraiment, les navettes étaient gigantesques et la station Mir vraiment rikiki. Et donc, ça a été le début d'une coopération vraiment entre le bloc de l'Est et de l'Ouest. Et pourtant, on n'était pas encore à la chute du mur, c'était encore la guerre froide. Mais malgré ça, dans l'espace, la guerre froide, elle était un petit peu mise de côté pour une coopération plus internationale. Et ça, c'était vachement cool. Donc, à la fois, les Américains ont pu apprendre de la science des stations spatiales par les Soviétiques. Les Soviétiques, ils ne se sont pas vraiment intéressés à la navette. Ils ont essayé d'en faire une, ça n'a pas trop bien marché. Vidéo de Cyril. C'est ce que j'allais dire. Vidéo de Cyril et Grand JD qui ont visité totalement illégalement les hangars à Baïkonour. Voilà, où il y a les navettes russes qui font flipper. Mais je crois qu'ils les ont enlevés maintenant, depuis la vidéo de Cyril. Je suis pas au courant. Alors, petite anecdote, on n'est pas anecdote, voilà. Il y a des mecs passionnés d'urbex qui sont retournés. Qui a vu cette vidéo parce que là, je fais des références à un truc. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, Cyril, youtubeur, et Grand JD, autre youtubeur, ont été explorer ces navettes spatiales qui sont toutes pourries, a priori, donc qui sont encore dans des hangars abandonnés depuis des dizaines d'années. Ça devrait être dans un musée, malheureusement, c'est en train de pourrir. Et donc, il y a un autre mec qui fait de l'urbex qui a été visiter ce même hangar après la vidéo de Cyril, qui s'est fait arrêter par les autorités, c'est quoi du coup Kazakh. Ouais. Et les Kazakhs ont pris un iPad et ils ont mis la vidéo de Cyril. Il a dit, vous connaissez lui? Parce qu'on le cherche. C'est pas étonnant. Mais non, moi je voulais dire un truc par rapport à l'immensité de ce truc. Parce que du coup, on a été donc c'était au Kennedy Space Center. Kennedy Space Center en Floride. Allez-y, c'est incroyable. Ouais. Une espèce de démo, t'es dans une espèce de conférence comme ça, ok. Et à un moment donné, il y a l'écran à la fin de la vidéo qui s'enlève et derrière, il y a la navette spatiale. C'est comme si là, l'écran est tombé. Mais c'est ce qui va arriver à la fin, spoil pas. Il y a une navette spatiale derrière. Et il y a Elon Musk là. Et il est tout petit par contre. J'aurais pas dû dire des mauvaises choses sur SpaceX. C'est ça. Et non, mais vraiment, c'est immense. Moi, je pensais vraiment que la navette spatiale, c'était un très gros avion, un gros A380. Pas du tout. C'est immense, c'est incroyable. Il y a 2 étages, pour vous dire, dans le cockpit là. Il y a un étage là et un étage là. Voilà. Donc c'est vraiment gigantesque en vrai. On n'imagine pas, mais c'est vraiment gigantesque. On peut mettre un bus dans la soute. Un bus entier. Donc les navettes, grosse épopée. Du coup, la coopération internationale s'est vraiment faite avec tous les blocs, notamment de l'Ouest et de l'Est, grâce à Mir et aux navettes spatiales. Et ça, c'était très important parce que ça a vraiment soulevé le fait que la guerre froide, avec Reagan, surtout dans les années 80, Reagan qui était vraiment très hard, il était un peu comme Trump, si vous voulez, maintenant, donc il n'avait pas la langue dans sa poche. Il avait pas Twitter aussi. Oui, d'un côté, oui. Donc Reagan, il n'a pas essayé d'acheter le Groenland, mais par contre, il était vraiment très vigoureux vis-à-vis des... pas vigoureux, non. Vindicatif vis-à-vis des Russes. Reagan était vachement hard sur ses mots, mais on était quand même dans l'espace sur vraiment une espèce d'essai de coopération pour essayer de faire en sorte que dans l'espace, on oublie un peu le côté militaire, on oublie les histoires de mitrailleuses, on oublie les histoires d'espionnage, même s'il y en avait quand même. Et vraiment, ça a été vraiment le début de l'amitié, plus ou moins réelle, entre 2 grands blocs qui autrefois se faisaient vraiment une grosse guerre et une course. Alors ensuite, après la station Mir, vers la fin de la station Mir, ils ont commencé à tous se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on va faire après Mir? Parce que Mir, elle commençait vraiment à moisir, je vous ai dit, elle avait plein de problèmes, elle était toute pourrie. Et ils se disaient, il faut quand même trouver une solution de remplacement. Les Russes, qu'est-ce que vous proposez? Alors les Russes, ils avaient prévu une super géante station spatiale comme ça. Alors je vous traduis pas tous les mots en cyrillique, je sais pas lire, mais le cyrillique en tout cas. Mais donc ils avaient prévu une genre de station spatiale futuriste, vous voyez, avec des gros panneaux solaires, des grosses antennes comme ça fait vraiment un peu comme dans Seul sur Mars, si vous avez vu le film. Donc ils avaient prévu cette grosse station russo-russe. On avait d'un autre côté les Américains qui avaient prévu cette station en partie américaine, mais aussi avec une collaboration japonaise et européenne. Et pour vous dire un peu
je vous disais, il y avait de la coopération entre les Russes et les Américains, mais il y avait quand même un petit peu de concurrence, parce que cette station, ils avaient prévu de l'appeler Freedom, pour bien montrer c'est la station de la liberté, hein, pas du communisme. Voilà. Donc vraiment, les Américains étaient sur ce projet-là, la station Freedom, et on avait la troisième station, beaucoup plus petite, beaucoup plus modeste, une station dont le logo ne vous est peut-être pas inconnu, parce que c'était une station européenne. Alors, ça n'a pas la tête d'une station, c'est pas gigantesque, hein. C'est juste un module avec 2 panneaux solaires, avec 2-3 personnes qui peuvent être dedans, et puis une navette un peu bizarre qui est amarrée. Donc ça, c'était le projet Hermès. Hermès et Columbus. Donc Hermès, c'était une navette européenne qui a été annulée, mais qui a donné naissance à Ariane 5. Mais je ne vais pas vous détailler ça, parce que sinon je vais digresser beaucoup trop. Et puis là, vous aviez la petite station Columbus, donc c'était un projet européen, qui est quasiment mort-né dans les années 80. Voilà. Donc c'était vraiment nul. Donc du coup, vu qu'on n'avait pas les moyens pour les Américains de faire une station vraiment américano-américaine, que les Russes, ils étaient aussi un petit peu en rate de thunes, et que les Européens, ce projet, ils ne pouvaient pas le réaliser, même s'il était magnifique, et ils se sont dit, on va vraiment tous se combiner, on va faire un effort, hein, on va essayer de travailler ensemble, et on va créer une station spatiale internationale. Donc ça, c'est le plan de départ. Ça ressemble à peu près à ce qu'on a au final, mais avec quelques modules en moins, parce que coupe budgétaire. Et tout commence avec un assemblage en Lego. Alors là, vous avez une photo prise par une navette spatiale du début de la construction de l'ISS. Donc en fait, ils ont commencé par mettre des modules. Donc ils ont commencé avec le module russe, Zarya, qui s'appelle là, qui est ici, pardon. Et puis après, il y a eu Zvezda, qui est là, qui est russe aussi. Et puis ça, c'était un module américain. On voit la différence de conception quand même, hein, un peu plus archaïque de ce côté-là et un peu plus futuriste de l'autre. Donc ça, c'était vraiment les débuts de la construction de l'ISS. Et en fait, ça s'est fait tout doucement avec les modules américains qui se sont installés. Donc là, vous avez un labo qui s'appelle Destiny, un labo américain. Donc labo scientifique. Puis en haut, là-bas, vous avez un SAS, et le SAS par lequel on sort pour réparer la station, ou pour l'améliorer. Donc vraiment, ils ont commencé à construire comme ça, par morceau, les navettes spatiales emmenant un module à la fois. Et donc ça a continué. Donc on a mis des modules européens. Donc ça, c'est Columbus. Donc ça, c'est notre module à nous, payé avec nos impôts. Et donc ce module, dedans, c'est vraiment tout ce qui est scientifique européen. Donc c'est là que travaille notamment Thomas Pesquet quand il va dans l'espace, ou tous les autres astronautes européens quand ils vont dans l'espace. C'est vraiment la collaboration européenne qui a produit ce module. Puis ils ont fait aussi d'autres petits modules de jointure, on va dire, pas forcément très importants, à part peut-être le dernier là qui s'appelle Cupola, qui est une coupole italienne. C'est une coupole, vous l'avez tous vu en photo, c'est avec les grandes vitres comme ça, qui permet d'observer la Terre. Donc tout ça, on le doit aux Européens, donc ils ont quand même bien bossé aussi. Et puis finalement, on avait les modules japonais. Alors, on dirait que c'est un seul module, mais en fait, il y en a 3. Parce qu'ils ont une plateforme pour poser des expériences dans l'espace, sans avoir à sortir dans l'espace. En fait, pour être simple, dans ce gros tube là, vous avez un espèce de petit sas. On ne peut pas passer dedans un humain, hein, et par contre, les objets peuvent passer. Donc, ils passent l'objet, et puis de l'autre côté, il y a un bras là, vous voyez, qui attrape l'objet et qui le pose sur la plateforme. Et du coup, les mecs, avec leurs mains à l'intérieur, peuvent piloter le robot, c'est super sympa. Donc du coup, les Japonais ont fait tout cet ensemble de modules qui s'appelle en tout Kibo, comme mon chien que vous avez pu voir précédemment. Donc vraiment, on a toute une coopération entre les Russes, les Européens, les Américains et les Japonais. Alors là, vous allez me dire sûrement, mais elle est où la Chine ? La Chine, eux, ils ont fait vraiment tout de leur côté, ils n'ont jamais voulu coopérer. Là, ils commencent à s'ouvrir un peu parce que les thunes, mais vraiment, ils sont très très indépendants sur le spatial, donc ils n'ont jamais voulu participer à la Station spatiale internationale. Alors, une fois qu'on avait construit cette belle station, on a eu aussi le privé qui est arrivé, le spatial privé. Alors, vous connaissez tous SpaceX, mais ce n'est pas la seule boîte privée qui travaille dans le spatial. Là, vous avez un exemple avec Bigelow Aerospace. Alors, personne n'a entendu parler de Bigelow. Bigelow, c'est une petite entreprise d'un milliardaire qui s'est dit « Et si on faisait des modules gonflables ?» Donc des modules qu'on enverrait, ils sont empaquetés comme ça, et puis après on injecte de l'air une fois qu'ils sont dans l'espace, et ça fait un module gonflable, c'est super classe. Donc tout le monde s'est foutu de sa gueule. Hein. Ils se sont dit « Ouais, non, mais le moindre débris qui arrive, le truc il éclate. » Sauf qu'en fait,
là, vous le voyez, c'est pas vraiment un ballon, hein. C'est pas un ballon de baudruche, hein. Ils l'ont quand même bien renforcé avec du blindage. Et il a tellement bien convaincu les Américains, les Européens, les Japonais, etc., qu'il a réussi à les convaincre d'installer un module gonflable dans la station. Donc là, actuellement, il y a un module gonflable qui est attaché à la station. C'est SpaceX, d'ailleurs, qui l'a amené en 2016, et dans son petit cargo. C'était une tout petit truc comme ça, plié. Et puis après, ils l'ont gonflé doucement. Depuis la station, ils ont appuyé sur un bouton pour le gonfler, quoi, comme un ballon. C'était assez marrant. Et depuis, il est toujours amarré. Et il n'y a jamais eu un seul problème. En fait, ils ont fait des études sur la résistance du module aux conditions de l'espace. Et ils ont dit que ce module gonflable était plus résistant que des modules blindés. Alors, je ne suis pas dans le secret industriel, donc je ne vous révélerai pas comment. Mais sûrement grâce à Rhino Shield. Donc, Bien placé, bien placé. merci. Si seulement il me payait. Moi, il me paye. Mais je te repayerai après, on verra. De toute façon. Ouais, on a le temps. En bière, ça. Donc, le privé fait son arrivée vraiment en 2016 à bord de la station. Mais le privé fait aussi son arrivée dans le transport. Alors, n'oublions pas que, oui, on parle beaucoup de SpaceX, hein, vraiment beaucoup de SpaceX. Mais SpaceX, c'est une société de transport. C'est un peu comme Uber Eats, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que pour la Station spatiale internationale, vous avez besoin de vous faire livrer des instruments scientifiques. Eh bien, SpaceX, enfin Uber Eats, pour une modique somme de quelques millions d'euros, vous amène, en temps et en heure, plus ou moins, l'instrument scientifique que vous voulez, à l'endroit où vous voulez. Voilà. En gros, c'est ça le travail de SpaceX. Et c'est ce qu'ils ont fait à partir de 2010, il me semble, avec le petit cargo qui est en haut à droite, là-bas, qui s'appelle le Dragon. Ils aiment bien ces noms-là, le moteur Raptor, le Dragon, c'est assez puissant. Donc ils ont commencé avec ça, SpaceX, avec ces cargos de ravitaillement avec lesquels ils amenaient de la bouffe pour les astronautes, parce qu'il faut bien qu'ils bouffent. Des ravitaillements en eau aussi, parce qu'on recycle de l'eau, mais il faut quand même en amener un petit peu, parce qu'il y en a un petit peu qui est perdu. Et puis des instruments scientifiques surtout intéressants, notamment par exemple le saxophone de Thomas Pesquet, qui était extrêmement important pour sa mission. Donc il fallait que quelqu'un l'amène, et c'est un cargo de SpaceX qui l'a amené. À côté de ça, il y a plein d'autres cargos qui ont ravitaillé la station. Et là aussi, on retrouve de la coopération internationale. Par exemple, en haut à gauche, là-bas, vous avez un cargo que je trouve absolument magnifique, même s'il a l'air très simple comme ça. Il s'appelle l'ATV, pour Autonomous Transfer Vehicle, un truc comme ça. Donc peu importe. Il a été lancé par une Ariane 5 depuis la France, depuis Kourou. Et il était complètement automatisé. Et donc, en fait, on appuyait sur le bouton de lancement de la fusée, en gros, et la fusée envoyait le cargo en orbite, et lui, il allait jusqu'à la station, il s'amarrait, c'était nickel. Donc ça aussi, c'était une production de l'Europe. L'Europe a produit quelques cargos comme ça, européens, assez sympas. Là, vous avez un cargo japonais qui s'appelle HTV. On reconnaît le drapeau japonais juste au cul du module, qui lui continue à ravitailler la station de temps en temps. Là-haut, là juste devant, en plein centre, vous avez le Sinus, avec ses grandes oreilles de Mickey. Et puis là, vous avez le Progress, qui est russe. Donc le Sinus est américain. Donc vraiment, on a encore de la coopération internationale, vraiment à chaque fois, de toute façon, il y a de la coopération internationale. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis pour transporter les astronautes vers l'ISS, eh ben, on utilisait 2 véhicules. Je dis on utilisait parce qu'il y en a un des 2 qui a sauté. Donc d'abord, on a commencé avec la navette spatiale, qui à la base pouvait transporter 7 astronautes quand même. Je vous ai dit, c'est vraiment, enfin on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un gros vaisseau. Hein. La navette spatiale, donc, qui emportait 7 astronautes, au point que quand ils avaient le maximum de personnes à bord de l'ISS, il y avait 6 personnes à bord de l'ISS, 7 personnes dans la navette, ce qui faisait que quand ils se rencontraient, ils étaient 13 dans des tout petits modules. Il y a des photos qui existent où ils sont tous entassés comme ça pour être sur la photo, parce que dans des petits modules comme ça ne tenait pas. Donc vraiment, la navette spatiale a été très utile pour emmener des modules, pour construire l'ISS et pour emmener des équipages. Là d'ailleurs, vous voyez à l'arrière de la navette américaine, vous voyez un espèce de petit module là, gris, avec des gros trucs blancs là, comme ça. Donc en fait, le gros truc gris au cul, c'est un morceau du module japonais. Et juste devant, vous avez un pays que j'ai oublié de mentionner, c'est un morceau du bras canadien, un bras robotisé canadien. Donc vraiment, on a une navette américaine, mais qui remplit des tâches pour le Japon et le Canada. Donc ça, c'est vraiment, cette photo, c'est vraiment une grosse preuve de coopération internationale, c'est super important. Et puis, là, vous avez un Soyouz. Donc Soyouz, c'est un système très archaïque. Hein. Là où les Américains essayent toujours d'avoir le dernier cri en matière de vaisseau spatial,
Le Soyouz, lui, il est là depuis Gagarine quasiment. Je dis quasiment, quelques années près. Donc vraiment, il est là depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, il part toujours du même pas de tir que celui de Gagarine, premier homme dans l'espace, donc c'est quand même très très vieux. Et lui, il peut emmener 3 personnes dans l'espace. C'est comme ça que Thomas Pesquet, d'ailleurs, est allé à bord de l'ISS. Et il y en a un qui part tous les 3 mois environ, voilà, pour l'ISS. C'est une grosse cadence quand même. Mais le truc, c'est que la navette, elle a pris sa retraite en 2011. Parce qu'elle a été très dangereuse. Il y a eu 14 morts quand même en 2 accidents. Oui, je vous ai dit 7 personnes. Donc à chaque accident, c'était 7 personnes qui sautaient. Donc du coup, au final, on a dû arrêter les navettes en 2011. Et c'est plus que les Soyouz qui ont été utilisés et qui sont utilisés depuis. Mais on vise à amener les astronautes avec d'autres moyens, notamment américains. Parce que quand on a décidé de prendre la retraite des navettes, le dernier accident de navette, c'était en 2003. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à utiliser les navettes jusqu'en 2011. Et en attendant, on va donner de l'argent à des sociétés privées pour qu'elles construisent les capsules. Et que comme ça, en 2011, quand on arrête les navettes, on a de nouveau des capsules américaines qui vont dans l'espace. Enfin, en tout cas, qui amènent des astronautes. On est en 2019, 8 ans de retard. Toujours aucune capsule américaine qui a emmené des astronautes, mais ils sont en train d'y travailler. À la fois SpaceX, la capsule que vous avez en haut, la Crew Dragon, qui peut emmener quelques astronautes sur l'ISS, et en dessous, Boeing, le CST-100 Dreamliner. Non, Starliner. Ouais, Starliner. Oui, c'est des noms. Dreamliner, c'est l'avion de ligne. Non, et donc ces 2 capsules-là, c'est les capsules américaines qui doivent remplacer la navette spatiale qui est déjà à la retraite depuis 8 ans quand même. Donc ils sont un peu en retard, mais bon, c'est toujours comme ça dans le spatial. Mais en fait, c'est surtout parce que avec tout ce qu'on a eu comme crise avec la Crimée, etc., la coopération internationale, elle a pris un coup ces dernières années, notamment avec Poutine qui envoie du pâté, Trump de l'autre côté qui a pas sa langue dans sa poche. Donc ouais, la coopération internationale, elle a pris un petit coup, et donc les Américains veulent garder quand même une sorte d'indépendance dans l'espace, comme nous, Français, depuis De Gaulle, on essaie de garder une indépendance militaire. Voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, ils sont toujours en train de chercher à avoir leur indépendance pour aller sur la station spatiale internationale. Si jamais les Russes ils disent finalement non, on veut plus avoir d'Américains dans nos vaisseaux Soyouz. Ça serait un peu compliqué pour les Américains. Donc là, on en est là actuellement, avec en espérant l'année prochaine donc 3 vaisseaux qui vont aller vers la station spatiale internationale. En tout cas, je l'espère parce que c'est quand même vachement classe. Surtout les vaisseaux américains, parce qu'ils sont quand même tout neufs et tout beau. Je ne sais pas si vous avez vu les combinaisons de SpaceX. Toi, t'as dû kiffer, toi. Toi, t'aimes bien ce genre de trucs. Donc au final, actuellement, à peu près, elle ressemble à ça, la Station Spatiale Internationale. C'est vraiment un outil absolument magnifique. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle sert à rien. Je partage à moitié leur avis. Alors à quoi elle sert cette station? À quoi ça sert d'avoir cette construction gigantesque dans l'espace, qui est la construction la plus chère de l'histoire de l'humanité d'ailleurs? À quoi ça nous sert? En fait, beaucoup de gens pensent que le spatial, en fait, ça sert à rien et qu'on devrait d'abord résoudre les problèmes qu'on a sur Terre. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que on résout les problèmes qu'on a sur Terre grâce au spatial. Alors, l'ISS, elle est dans la continuité de tout ce qu'on fait dans le spatial depuis le début, même si au début, ça a commencé avec du militaire. Avant, quand on avait besoin de réchauffer un corps, on n'avait pas les couvertures de survie. Les couvertures de survie des pompiers, vous les devez au spatial, parce qu'on avait besoin pour les satellites. Les matelas et les mousses à mémoire de forme que maintenant vous pouvez trouver dans vos matelas qui coûtent une blinde, ça aussi, ça vient du spatial, parce qu'on en avait besoin pour les sièges des astronautes. On a inventé énormément de choses comme ça pour simplifier la vie. Alors là, vous allez dire, ouais, mais bon, les couvertures de survie, on pouvait s'en passer, la mousse à mémoire de forme, c'est quand même du luxe. Peut-être. Mais là, actuellement, ce qu'on développe pour le spatial, c'est vraiment pas que pour, on va dire, les milieux de riches, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, en Afrique, on a un gros problème d'eau dans certains endroits. Et le problème, c'est que ils consomment l'eau, mais ils n'ont aucun moyen de la recycler efficacement. Il y a énormément de pertes d'eau. Justement, on a ces mêmes problèmes dans l'espace. Dans l'espace, envoyer de l'eau, la masse de l'eau, ça coûte extrêmement cher en fusée. Donc, on essaye de recycler le maximum d'eau. Et justement, recycler l'eau dans l'ISS, c'est le même problème qu'on a en Afrique. Et donc, si on arrive à faire redescendre cette technologie, on peut potentiellement améliorer la vie de pays du tiers-monde. Et on l'espère à moindre coût.
hein, parce que la moussette noire de forme, enfin là vous me dites, oui, il y a une technologie qui descend du spatial, ça a dû coûter cher en développement, ça va coûter super cher à faire. Mais, enfin à mettre en place en Afrique. Mais pas forcément, parce que bah, une technologie avec le temps, bah, elle se déprécie en fait. Donc clairement, ça c'est ce qu'on essaye de faire avec la station, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Thomas Pesquet, il faisait pas que prendre des photos hein, dans l'espace, il faisait pas que jouer du saxophone non plus, d'ailleurs, il mangeait du comté. Ça c'est ce que les médias vous disent, mais ce que les médias vous cachent, c'est que Thomas Pesquet faisait de la science. Enfin, c'était son boulot principal en tout cas. Donc voilà, au final, la Station Spatiale Internationale ou le spatial en général, ça ne sert pas qu'à faire joli, qu'à faire des jolies photos, qu'à faire le zouave avec un saxophone. Non, avant tout, c'est pour la science et pour la Terre. Pour la Terre. Donc voilà, c'est comme ça que je termine ma première conférence, qui était peut-être un petit peu moins bien que la prochaine. Un tonnerre d'applaudissements pour Stardust. Merci.